Salut les amoureux du livre, bienvenue dans Les Voix des livres. Aujourd'hui, nous allons assister ensemble à une table ronde qui s'est tenue dans le cadre du salon Imagibière dans les locaux de la brasserie de l'Être à Paris. Être comme un être, mais ce jour-là, ce samedi bien pluvieux, c'était vraiment la brasserie des lettres. Nous avons assisté à une table ronde passionnante, toutefois. Comme je me suis pris un petit peu tard, je n'ai pas fait le point avec l'ingé son que je salue, ce cher monsieur Don, et il s'avère que de la musique intempestive couvre un peu les propos du début. Alors j'ai utilisé une intelligence artificielle pour retirer la musique, et j'ajoute en plus que je n'ai pas pu enlever les paroles de la chanteuse, qui en l'occurrence était Björk. Donc vous avez un petit peu de Björk derrière, mais ça fait un petit peu incantation de sorcière, voyez-vous. Finalement, ça passe. Toutefois, certains morceaux de musique étaient vraiment trop prééminents, notamment au tout début, lors de l'intervention de Catherine Dufour, et j'ai dû, malheureusement, la mort dans l'âme, couper les passages qui étaient vraiment inaudibles. J'ai dû reprendre d'ailleurs la publication de ce replay podcast et j'ai fait ce que j'ai pu pour sauver l'intervention de Catherine Dufour. Après quelques minutes, tout se redevient normal. Je pense que Don a trouvé le moyen d'enlever la musique. Ce qui est bizarre surtout, c'est que nous qui étions sur place, on n'a rien remarqué. Alors, l'année prochaine, je vais proposer à nos amis de la brasserie, qui sont super sympathiques et qui nous ont très bien accueillis, de venir un petit peu plus tôt, puis de capter toutes les tables rondes, comme ça on vous les proposera chez Galaxy Pop. Voilà. Eh bien, j'espère que ça va vous plaire, et pardon pour le verre d'oreille du générique, et aussi pour la qualité moyenne, bien sûr, c'est enregistré avec des micros, dans des conditions rigolotes d'une brasserie. Alors, on n'est pas des pros, mais c'est largement, et puis c'est surtout le fond qui prime et non la forme. Voilà, j'ai fini de parler, là je suis un petit peu bavard, désolé. Bisous, bisous, et c'est parti. Les voix des livres. Les voix des livres. Les voix des livres. Suara-suara buku. Très bien. Eh bien, bonjour et bienvenue à cette petite table ronde. Vous savez que nous sommes dans un endroit qui produit des boissons alcoolisées à consommer avec modération. La modération pour la table ronde qui vient, ça va être moi. Christophe Thiel, édition Malpertuis, voilà brièvement présenté. Cette table ronde qui va parler de sorcières, nous avons pour l'occasion 3 sorcières, nécessairement bien aimées, référence de vieux, et un sorcier, qui parlera de sorcier. Donc voilà, je vais me mettre dans le rôle du vieux chat noir à côté de la marmite, en essayant de ne pas trop sommeiller et d'avoir des choses pertinentes à dire. En commençant au plus loin de moi, nous avons Catherine Dufour, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même la présenter. Qui est une des grandes plumes de l'imaginaire français. Je vais juste citer quelques titres: La croissance mathématique du plaisir, Le goût de l'immortalité, Outrage et rébellion, et bien d'autres, et une grande quantité de nouvelles parues dans divers supports, qui est plus particulièrement ici aujourd'hui pour un livre qui s'appelle Danse avec les lutins, qui va nous parler. À côté, nous avons Julie Poustangui, autrice de plusieurs livres qui ont en commun de se terminer par des points d'exclamation. Après avoir parlé d'un univers plutôt masculin, celui des pirates, elle nous parle des sorcières, avec un point d'exclamation. Nous avons à côté Yannick Chazarin, que les internets connaissent, faut-il le dire, sous le sobriquet de Spooky, qui est l'auteur, alors il a 2 choses dont il peut nous parler. Il peut nous parler d'un sorcier qui s'appelle Gérald de Rive, de l'univers du sorceleur d'Andrzej Sapkowski,
et puis également des choses autour de l'univers de Miyazaki. Et à ce propos, Stéphanie Chaptal, autrice de, d'ailleurs, moi j'ai entre les mains plusieurs beaux livres tournant autour de la pop culture et notamment de l'univers de Miyazaki, Ghibli, etc. On va peut-être vous garder pour la fin tous les deux parce que vous avez des choses sur lesquelles vous allez pouvoir rebondir et qui seront intéressantes. Et nous allons commencer par Catherine. Danse avec les lutins, les sorcières, l'univers de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Alors en fait, Danse avec les lutins, c'est un livre de fantasy qui n'a rien d'un livre de fantasy. Voilà. C'est juste une allégorie des attentats du Bataclan. Parce que j'avais des choses à dire dessus, parce que j'étais coincée à l'arrière. Et donc c'est un moment très désagréable, et j'ai décidé d'en faire une allégorie pour expliquer pourquoi on en arrive là et comment on s'en sort. Le but, c'était de trouver une issue pour s'en sortir. Je l'ai trouvé dans un article de Foi de Larouille, qui est paru dans l'IB, et qui explique que globalement, tout ça, c'est une histoire de récit. Il y a un récit blanc occidental qui est triomphant, et il y a un récit plutôt arabo-maghrébin opprimé qui veut prendre le dessus. Donc j'ai imaginé une guerre des récits et une solution à cette guerre des récits. Donc en fait, ce livre est effectivement plein de sorcières, de lutins. Il y a pas tellement de sorcières, d'ailleurs. Il y a des fées, il y a effectivement pas mal de lutins, il y a des elfes. Il y a pas mal de personnages de Terry Pratchett aussi que j'ai recasé dedans à titre d'hommage à regretter Terry Pratchett. En fait, ce livre n'a rien à voir. C'est une allégorie pour pouvoir exprimer, mettre en scène une problématique de notre temps. Oui, je veux quand même te renvoyer une petite balle. C'est pas la première fois que me vient cette réflexion que l'imaginaire, c'est quand même une très bonne manière de parler de notre réalité. Éventuellement en la rendant un petit peu moins tragique, en glissant un peu d'humour, mais enfin en abordant quand même des choses qui sont pas toujours drôles et qui peuvent donner à réfléchir. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire de façon générale dans ton œuvre? Oui, je pense que dans une œuvre, quelle qu'elle soit, on met en forme une partie du réel que nous partageons tous. Souvent, on propose une problématique et une solution. C'est comme la science-fiction. La science-fiction ne prévoit pas l'avenir. Elle met en scène l'avenir tel que nous le voyons aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une littérature d'alerte. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai vu qu'il y aurait peut-être un problème d'approvisionnement ou un petit problème de climat, et on le met en scène pour que le peuple de lecteurs et de lectrices que nous sommes tous puissent commencer à réfléchir. Si vous prenez le meilleur des mondes de Huxley, c'est juste du génie génétique, mais en 1930, quoi. Il a écrit en 31, il n'y avait même pas de... Et donc, du coup, comme on est plusieurs générations à avoir lu le meilleur des mondes, on a été plusieurs générations à réfléchir sur, effectivement, le jour où la bioingénierie sera possible physiquement, il faudra peut-être se méfier. Et du coup, on s'est méfié et on a pondu des lois pour encadrer. On a interdit les expériences sur les embryons, on a interdit la brevetabilité du vivant. Vous allez me dire, oui, enfin, il y a juste un tiers de la planète qui reconnaît ces lois et qui les applique. Deux autres tiers, ça se fait dessus des deux fesses. Mais quand même, ça nous a poussé, nous, à réfléchir à l'avance et à pas se laisser manger par nos propres découvertes le jour où elles sont arrivées. Et donc, c'est pas grave. Il s'agit de des choses intéressantes. Est-ce que tu as quelques retours par rapport à ce Danse avec les lutins sur le fait que les lecteurs et lectrices auraient effectivement été amenés à réfléchir, à considérer les choses peut-être différemment, du récit de l'actualité, à la lumière du récit que tu en fais? Alors non, justement, moi, c'est un peu mon rêve, c'est qu'un jour quelqu'un vienne me voir et me dise ce livre m'a aidé à prendre une distance sur tel ou tel événement. C'est pas encore arrivé. Les gens globalement l'ont trouvé ce livre affreusement triste, et ben du coup voilà, ça veut dire que j'ai pas vraiment réussi le but que je m'étais proposé, c'était de donner une lueur d'espoir. Ça viendra peut-être. Hein. Bon, l'espoir, c'est pas toujours facile à manier. Je te vois décider à passer la parole à ta voisine, donc nous allons la passer à Julie. Julie, que je dois dire, en exagérant à peine, que je connais depuis toute petite.
Voilà, et qui a bien grandi depuis. Donc, Julie, toi, tu as plutôt une approche, je dirais, historico, mythologico, etc., du phénomène des sorcières, avec des tranches de repères, de périodes historiques. Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de ce sujet? Tout simplement, c'est une fascination depuis l'enfance, comme tu peux t'en rendre. Enfin, j'étais pas enfant quand même quand on s'est rencontrés, j'étais déjà adolescente. Je faisais déjà à peu près la même taille quand même. Donc c'est une fascination depuis l'enfance, tout simplement les sorcières. Et une des choses qui m'a toujours fascinée, et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à écrire cet essai-là, c'est pourquoi est-ce que finalement la sorcière, on nous en donne une image qui est toujours ambivalente? Pourquoi est-ce qu'on a toujours une image ambiguë? Pourquoi est-ce que je peux lire des récits qui vont me dire que la sorcière, c'est une femme badass, qui est puissante, qui contrôle la nature, qui est en plein accord avec sa féminité et qui va s'imposer, et pourquoi au contraire je vais avoir d'autres récits où la sorcière, ça va être cette espèce de vieille femme absolument peu ragoûtante qui dévore les petits enfants, qu'il faut absolument punir, qu'il faut absolument brûler. Donc c'est ça qui me poussait, en fait, qui m'intriguait depuis l'enfance et aussi pendant l'adolescence, d'essayer de comprendre pourquoi finalement un archétype qu'on retrouve depuis l'Antiquité, il peut porter une image aussi double, et comment est-ce qu'on fait en fait pour finalement réconcilier cette double image. Et puis en grandissant, je me suis rendu compte aussi que cette double image, finalement, c'était une manière de parler de la représentation de la femme de manière générale à travers les âges, et ça m'intéressait de voir justement qu'est-ce que ça peut dire de la condition féminine, cette image de la sorcière. Oui, on voit, voilà, tu parles par exemple du personnage de Médée. On voit que la méchante sorcière, infanticide, etc. Bon, a peut-être quelques excuses dans son comportement inqualifiable, ce qui l'a poussé à faire ça, quoi. Exactement. Et le but, c'était aussi de réhabiliter, par conséquent, cette espèce de grande méchante des contes de fées qui mérite pas vraiment sa réputation. Fondamentalement, quand on regarde, donc si tu parles de Médée, on aurait pu parler de Circé aussi, qui a été réhabilité il y a peu de temps par le très très beau roman de Madeline Miller que je vous encourage à lire si ce n'est pas déjà fait. Fondamentalement, dès l'Antiquité, on a toujours en fait une certaine ambiguïté en fait dans ces personnages féminins. Circé, fondamentalement, nous quand on la rencontre en tant que lecteurs occidentaux, c'est cette femme qui transforme les hommes en bêtes sauvages, c'est cette femme qui va constituer une menace pour Ulysse et être un obstacle sur son parcours. Mais si on se penche un peu sur son passé, à cette fameuse Circé, c'est aussi une femme qui se venge des hommes parce qu'elle a été déçue par les hommes. Madeline Miller explore un petit peu plus profondément son passé, je ne vais pas vous spoiler parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez cette œuvre, mais fondamentalement, Homère faisait déjà des petites allusions qu'il n'explorait pas. Médée, c'est pareil. Médée, nous, on a surtout cette image de la femme terrible qui tue ses enfants, mais avant qu'elle tue ses enfants, elle est aussi la femme amoureuse qui va aider son amant. Donc on a déjà, voilà, cette ambiguïté, ce manque de reconnaissance finalement vers ces femmes dont on comprend pas trop les pouvoirs et qu'on est très rapide à condamner. Alors si on fait un bond un peu dans le temps, on voit que à notre époque moderne, notamment le mouvement féministe, s'est réapproprié les sorcières. Voilà, il y a le bouquin de Mona Chollet, par exemple. Bon, ça fait quand même un petit peu plaisir. Oui, ça fait depuis les années 70 aussi dit. On n'a pas attendu Mona Chollet, il faut lire effectivement aussi le livre, mais ça fait depuis les années 70 en fait qu'il y a cette réappropriation, les années 70, la seconde vague du féminisme, fondamentalement, si vous regardez bien, c'est un moment où on retravaille un petit peu la représentation justement du féminin. Ça correspond aussi au moment où vous allez avoir des figures comme Starhawk, qui a été republié chez Cambourakis, qui vont essayer de vous dire que justement la sorcellerie finalement c'est la féminité qui est libérée. Et effectivement, aujourd'hui, quand vous allez dans des manifestations féministes, vous voyez souvent le slogan « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler », qui montre bien justement que la sorcière est presque parfaitement réhabilitée. Bon, ça reste une méchante de choix quand même, dans certaines sagas de fantasy. Il y a une petite ambiguïté quand même dans la manière dont le mouvement, alors pas seulement féministe, mais un peu hippie, New Age, etc., a traité les sorcières dans les années 70, avec cette idée du féminin sacré, etc., qui est un petit peu essentialiste quand même. Tout à fait. C'est
c'est le problème de retravailler en fait sur l'archétype, c'est qu'on finit par confondre l'archétype et l'essence. On le voit par exemple dans, vous avez eu toute une étude sur les sociétés matriarcales d'une femme qui partait au départ en se présentant comme anthropologue et qui a laissé un petit peu justement cette volonté de réhabilitation, obscurcir son propos. Donc oui, effectivement, il y a une forme d'essentialisation, mais on s'en détache, je trouve, aujourd'hui dans les récits qui célèbrent la sorcière en tant que femme puissance. Par exemple, tout à l'heure, lors de la dernière table ronde, si je ne me trompe pas, il y a Marcia Burnier qui va passer, qui va certainement parler de son magnifique roman Les Orageuses. Elle échappe justement à cette essentialisation. Voilà, j'avais envie de te poser une question parce que voilà, je dois avouer que j'ai lu ton livre un petit peu rapidement et je n'ai pas vu si tu as fait mention de Margaret Murray, qui a été il faut le dire, une inspiratrice de Lovecraft, quand même, voilà, qui est mon chouchou. Margaret Murray, qui est l'autrice du culte des sorcières en Europe occidentale, et qui avait une théorie particulière sur effectivement l'existence d'un mouvement des sorcières au Moyen-Âge. Oui, si, j'en parle forcément, ça fait partie des sources, mais j'en parle de manière un peu plus critique et un peu moins enthousiaste que toi, puisque là encore, c'est une vision un petit peu biaisée, c'est une vision qui est très romancée et qui est une vision qui est complètement datée. Mais oui, ça fait partie des sources essentielles. Dans mon livre, je m'appuie autant sur la littérature, sur les beaux-arts. D'ailleurs, la dernière version est toute en couleur, ce qui vous permet d'avoir un voyage visuel un petit peu plus sympa que la première version qui n'était qu'en noir et blanc. Mais je m'appuie aussi sur les sources historiques ou les sources qui prétendent être historiques et qui ne le sont pas tant que ça. Le but, c'était vraiment de donner une image totale en fait de la sorcière. Alors tu as un petit peu fait des allusions à ça, mais est-ce qu'aujourd'hui la sorcière c'est un personnage de fiction qu'on va trouver dans des grandes œuvres ? On peut le trouver un petit peu partout, fondamentalement, sans forcément que justement le statut de sorcière soit ouvertement déclaré. Il y a parfois des petites ambiguïtés. Mais oui, c'est toujours un personnage qui inspire. On parle de littérature, mais on pourrait parler aussi, bien évidemment, de cinéma. Il y a quelques années est sorti The Witch de Dave Eggers, qui est un film absolument splendide, qui participe du renouveau de l'horreur, et qui montre bien justement que on peut parler de sorcière au XVIe siècle, mais en ayant un discours fondamental très moderne sur les États-Unis. Donc oui, bien évidemment, la sorcière fait toujours partie des grandes œuvres. Voilà, sur ça, je vais passer le micro à Yannick. J'ai d'abord une petite question. Yannick, tu as produit quelques livres, quelques travaux. Alors là, on n'est plus dans la fiction, effectivement, on est encore dans des travaux que je qualifierais d'érudition. Après nous avoir parlé de Stephen King, après nous avoir parlé de Tolkien, tu nous parles maintenant, 2 fois, de l'œuvre de Sapkowski. Alors pourquoi Sapkowski ? Qui est Sapkowski ? Et qui est son héros, le sorceleur ? Alors, ça marche. Bonjour tout le monde. Effectivement, je me suis intéressé à Andrzej Sapkowski et son œuvre maîtresse qui est The Witcher en français, en anglais, Le Sorceleur en français, aux éditions Brajlon, et Wiedźmin en version originale en Pologne, puisque Andrzej Sapkowski en fait était un voyageur de commerce polonais qui vivait à une époque où la Pologne était très fermée, mais qui a pu profiter de son métier très particulier pour beaucoup voyager dans le monde occidental, on va dire, et pour découvrir un peu beaucoup d'œuvres de fiction et de fantasy en particulier. Il s'en est nourri. C'est aussi quelqu'un de très érudit qui s'intéressait beaucoup à l'histoire et au folklore de son pays, qui n'était pas vraiment un pays jusqu'à une période relativement récente. En fait, c'était plus une mosaïque de petits États. Et donc qui un jour, un peu par défi, c'est son fils d'ailleurs qui lui a dit tiens, il y a un concours de nouvelles pour la revue Fantastica, qui était une revue polonaise, c'était en 1986 si je ne m'abuse, qui a proposé de faire un concours de nouvelles de fantasy, et Sapkowski, qui n'avait jamais écrit a priori, a participé au concours comme ça en réponse au défi que lui avait lancé son fils, et n'a pas remporté le concours. Il est arrivé 3e avec sa nouvelle, donc Wiedźmin, le sorceleur, et par contre il a remporté un public à cette occasion, c'est-à-dire que les lecteurs de la nouvelle ont adoré et ont demandé d'autres récits dans le même univers.
Cet univers, qu'est-ce qu'il est? En fait, ça prend pied sur un continent qui s'appelle le continent. Hein, il s'est pas cassé la tête. Dans lequel il y a plusieurs pays qui se font une guerre plus ou moins larvée, et dans lequel il y a eu un événement des milliers d'années auparavant qu'on appelle la conjonction des sphères, qui a permis l'ouverture entre différents mondes, différentes dimensions. On ne sait pas grand-chose des autres dimensions, mais en tous les cas, ça a permis l'irruption de monstres et de magie intangible sur le continent. Et les monstres ont commencé à ravager le continent. Et pour contrer cette menace grandissante, en fait, il y a des hommes qui ont décidé de former, on va dire, une espèce de caste génétiquement modifiée, qui en viendrait à combattre ces monstres pour les faire disparaître. Et donc ce sont les fameux sorceleurs qui donc doivent subir un certain nombre d'épreuves chimiques, entre autres, qui visent à leur faire acquérir de nouvelles compétences en termes de force, de vision, de tout un tas de trucs très utiles pour le combat, mais par contre ils perdent tout sentiment. Donc des tueurs froids, tout simplement. Et donc le fameux The Witcher, le héros de cette série, donc qui fait l'objet d'une douzaine de nouvelles et de 6 romans, est l'un d'entre eux, pour lequel le rite de passage pour devenir sorceleur en fait a été un peu foiré, ce qui fait qu'il a de temps en temps des sentiments qui le rendent un peu des fois il rate un peu ses combats, ses relations avec les gens aussi, parce qu'il n'est pas un sorceleur parfait. Et en plus de ça, il se retrouve dans une situation un peu particulière avec un lien avec une jeune fille qui tient entre ses mains la destinée du continent, pour faire très très court. Voilà. Je sais, c'était quoi la question? La question, c'est, tu as exactement répondu à ça, c'est de nous donner une image un peu de Sapkowski et de l'univers du sorceleur. Donc c'est un univers qui a donné lieu à pas mal de romans, qui a été pas mal développé. Il y a également une série télé? Alors en fait, chronologiquement, il y a eu un jeu vidéo qui a été acheté, les droits d'adaptation en jeu vidéo ont été achetés par un studio polonais, CD Projekt Red, qui était minuscule à l'époque, et qui a produit donc un premier jeu vidéo qui a eu un gros succès, qui a pu s'exporter à l'international et qui a donné lieu à 2 suites de jeux vidéo au moins, puisqu'il y a des chances pour qu'il y en ait d'autres qui arrivent bientôt, et ensuite effectivement à des productions télévisuelles et cinématographiques, dans la mesure où avant la série Netflix que tout le monde connaît, je pense, il y a eu effectivement une adaptation en série en Pologne qui respecte vraiment à la lettre l'esprit de l'univers de Sapkowski, et une version raccourcie de cette série qui a donné lieu à un film de 2 heures, qui est moins bien que la série, mais voilà. Et donc c'est un univers étendu. Et vous avez même une école de sorceleurs qui s'est ouverte il y a quelques années pour apprendre aux gens à combattre les monstres. Voilà. Elle a fermé malheureusement. J'aurais bien voulu y aller, mais trop tard. Voilà. Donc c'est un univers étendu en fait. C'est-à-dire qu'il y a une base de départ qui est une suite romanesque qui a été enrichie par les développeurs des jeux vidéo et les créateurs de la série Netflix, parce qu'il y avait forcément des trous qu'ils ont dû combler. Et donc c'est un univers vraiment assez dense, sachant qu'en effet, en plus Sapkowski étant quelqu'un de très érudit, a mis beaucoup d'éléments historiques et folkloriques de sa région d'origine dans ses histoires. Alors tu parles d'univers étendu, est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui sont venus se greffer dessus, mis à part, donc tu parlais des scénaristes et de jeux vidéo et de séries? À ma connaissance, non. Pour l'instant, alors Sapkowski a été complètement dépouillé de son œuvre, par CD Projekt Red et Netflix. Concrètement, il n'a quasiment plus de regard dessus. Il a à une époque, ça lui a pas plu. Il a intenté un procès qu'il a pas gagné, mais CD Projekt Red lui a donné beaucoup d'argent pour qu'il la ferme.
tout simplement. Donc maintenant, je crois qu'il passe le plus clair de son temps à pêcher. Alors effectivement, j'ai souvenir, il est venu rendre visite aux Imaginales d'Épinal, je crois que c'était en 2008, et je l'ai vu passer pas mal de temps sur le pont de la Moselle à regarder les poissons avec un regard d'envie. C'est une véritable passion quand même chez lui, la pêche. C'est pas parce qu'il s'ennuie qu'il pêche, c'est parce qu'il aime ça aussi. Est-ce que ça t'a donné l'occasion de te colter avec les beautés de la langue polonaise ? Oui, mais alors je suis pas allé très loin parce qu'effectivement c'était très compliqué, donc j'ai dû faire appel à des amis, Radek si tu me vois, pour me faire comprendre certaines choses, sachant qu'il y a quand même beaucoup de littérature autour de The Witcher, surtout en anglais, effectivement, parce que c'est devenu un véritable phénomène, mais en France c'est aussi un gros phénomène. C'est une locomotive de l'édition chez Brajon. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, tous les ans, il y a une nouvelle édition intégrale, supra-intégrale, méga intégrale, ou de chaque volume. Donc c'est un vrai phénomène de la fantasy, effectivement, mais ça reste encore le domaine réservé des deux grandes maisons de l'entertainment qui s'en sont emparées à l'heure actuelle. On va faire un petit bond géographique de la Pologne ou du continent vers le Japon. Donc Stéphanie, voilà, j'ai eu effectivement entre les mains ce très beau bouquin, ces très beaux bouquins d'ailleurs, puisque il y a également celui sur les chats. Forcément, je peux pas rester insensible à ce genre de choses. Les chats et sorcières vont bien ensemble. Ça va très bien ensemble et en plus ça marche bien quoi les chats. Oui. Mais on va quand même peut-être plutôt parler de celui sur l'univers Ghibli Miyazaki. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, peut-être de ta découverte déjà de cet univers et de ce que ça représente pour toi? Alors, ma découverte de Miyazaki remonte à la sortie de Princesse Mononoke en France en 2000, où une copine m'a traîné pour que j'aille voir le film au cinéma, dans des conditions que j'ai racontées qui étaient un peu cataclysmiques, parce que j'étais la seule à ne pas avoir vu le film en 2000. Les autres l'avaient déjà vu sur Internet et compagnie, donc je vois un film au cinéma en VO sous-titré, et sauf que je ne pouvais pas lire les sous-titres, parce qu'il y a tous les gens de la salle commentant, disant « Oh, il va se passer ça, oh, le sanglier va arriver !» J'ai passé le film à me dire « Mais taisez-vous, je veux voir !» Et donc je suis retournée après le voir toute seule, plus tranquillement, et là j'ai apprécié. Et donc après j'ai découvert tous les autres Miyazaki, ceux du studio Ghibli, et ceux d'avant et d'après. Je me suis aperçue que Miyazaki je le connaissais déjà petite avec Sherlock Holmes, parce que la série Sherlock Holmes c'est lui. Et ce qui est intéressant c'est la façon dont lui et Miyazaki et Takahata vont utiliser l'histoire japonaise, le mythe japonais et les histoires occidentales pour les mélanger, pour nous raconter des histoires, pour nous raconter des mythologies où il y a des sorcières. Je pense par exemple au voyage de Chihiro, où on a Yubaba et Zenbaba comme sorcières, comme Yubaba tenancière des bains, Zenbaba sa sœur, qui sont très ambiguës parce qu'il y en a une qui est censée être la méchante, l'autre est censée être la gentille, mais en fait elles sont pas ni franchement méchantes ni franchement gentilles, c'est juste deux femmes qui ont choisi deux vies différentes, et où il y a un mélange de mythologie japonaise avec tous les yokai, tous les kami possibles, mais également occidentale avec tout ce qui est autour de l'enfer, Chihiro qui doit manger pour pouvoir rester dans la maison des bains comme Perséphone va manger ses graines de grenade, le fait qu'il ne faut pas se retourner pour sortir définitivement de la maison des bains comme Orphée et Eurydice, mais également comme les okami japonais et la déesse du soleil qui doit sortir de l'enfer sans se retourner pour ne pas y rester coincé. Donc il y a tout un mélange, et il y a beaucoup de sorcières dans les livres de Miyazaki, qu'elles soient nommées en disant c'est une sorcière ou pas. Même dans le tout dernier, Chihiro c'est une sorcière. Et c'est une sorcière qu'on va voir alors je sais pas si vous l'avez déjà vu, le garçon et le héron, Kiriko, oui, excuse-moi, et qu'on va voir à la fois vieille et jeune. Et à chaque fois dans un rôle assez protecteur, mais en même temps assez offensif. Donc il y a vraiment toujours cette ambiguïté, et
on dit toujours que Miyazaki est un des animateurs réalisateurs japonais les plus féministes qui soit. Là, j'aurais tendance à dire Isao Takahata plus que Miyazaki, mais ça c'est autre chose. Mais il a toujours cette ambiguïté dans ses rôles féminins entre l'âge, enfant, adulte, vieille femme, et bien ou mal, c'est jamais tranché. Et c'est très proche de toutes les ambiguïtés qu'on va retrouver dans les sorcières de tout temps, où on a le classique en anglais The Maiden, The Mother and the Crone, la jeune fille, la mère et la vieille, pour faire simple, qu'on va retrouver dans les 3 parcs, les 3 Nornes, les 3 sorcières de Pratchett, mes messieurs du temps pour The Crown, Nunuog pour The Mother, et Magrat ou après Tiffen pour The Maiden, donc qui sont les 3 âges de la vie d'une femme, qui sont les 3 possibilités de la vie d'une femme et 3 puissances différentes à chaque fois. Et donc 3 puissances différentes suivant la période où on s'occupe, 3 peurs différentes suivant si on est dans une période plutôt favorable aux femmes ou pas. Alors ce qui est intéressant, je vais caricaturer un petit peu, mais pour un spectateur occidental nourri au Disney, par exemple, la figure de la sorcière chez Miyazaki ou ses semblables est quand même assez différente. Mais enfin, je parlerai plutôt de Miyazaki en particulier parce que c'est quelqu'un qui a une personnalité très forte, très marquée et une vision bien précise de l'époque où il vit. Et voilà, comment cette personnalité, cette vision se retrouve à travers les personnages de sorcières qu'il représente. Alors déjà par rapport à Disney, les films de Miyazaki, c'est pas le bien contre le mal. Déjà parce que on parle d'un réalisateur japonais. Et la vision bien contre le mal de Disney, qui est très marquée, la méchante sorcière ou la bonne fée et compagnie, c'est une vision qui est très judéo-chrétienne, qui ne veut strictement rien dire dans les religions classiques japonaises, que ce soit le Shinto ou le bouddhisme, où la notion de bien et de mal existe, mais c'est pas le bien contre le mal, c'est action, conséquence, réaction. On fait quelque chose, ça a des conséquences négatives, on va les payer, dans cette vie ou dans la suivante. On fait quelque chose, ça a des conséquences positives, ça va donner quelque chose. Mais on peut être forcé de faire quelque chose qui va avoir une conséquence négative. Par exemple, dans Princesse Mononoke, Ashitaka va être forcé de tuer le dieu sanglier pour protéger son village. Conséquence négative, il est maudit. Il faut qu'il aille retrouver qui a blessé le dieu sanglier en premier et essaye de résoudre toute l'histoire. Mais les différentes femmes présentes dans Princesse Mononoke, que ce soit Mononoke elle-même ou Dame Eboshi, on peut pas dire Dame Eboshi c'est la méchante, Mononoke c'est la gentille, et vice versa. C'est 2 faces d'une même pièce, chacune à sa façon, et la gentille de l'histoire de son point de vue. Et il faut trouver la résolution. Et c'est pareil pour les sorcières. Je parlais du village de Chihiro, Yubaba et Zenbaba, qui sont 2 jumelles avec des pouvoirs de sorcières. Yubaba est censée être la méchante parce que c'est elle qui, comme Circé, a transformé les parents de Chihiro en cochons, et va les manger, ça continue. C'est elle qui va exploiter Chihiro, la faire travailler et compagnie. Mais de son point de vue, elle a juste un business à faire tourner, protéger les dieux, leur offrir un endroit où ils peuvent se laver, se nettoyer, se reposer. Et d'une certaine façon, elle n'a pas choisi de faire bosser Chihiro. Elle a une malédiction qui fait qu'elle doit embaucher tout le monde qui lui dit « je veux travailler ». Mais du coup, elle protège aussi Chihiro de sa façon. Et elle a ses problèmes de mère, elle a ses problèmes de patronne de boîte qu'elle doit faire tourner, c'est tout. Et Zenbaba, donc sa sœur, ah oui, c'est une gentille, elle va adopter le sans-visage et compagnie. Bah oui, parce qu'elle est dans sa petite chaumière, bien tranquille, elle a choisi une vie différente. C'est pas Yubaba c'est le mal, Zenbaba c'est le bien. C'est juste 2 vies différentes, 2 visions différentes. Et Chihiro, en allant de l'une à l'autre, donc la jeune fille qui va aller de l'une à l'autre, va d'une certaine façon arriver à harmoniser ces deux visions
Et aussi, du coup, récupérer ses parents, qui ont quand même fait une belle boulette, hein. Parce que, d'accord, ils ont été transformés en cochons, mais ils l'ont bien cherché. Yannick, toi qui as également travaillé sur l'imaginaire japonais, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter, commenter par rapport à ta perception de tout ça, par rapport... Oui, alors dans les films de Miyazaki, ou plutôt des Miyazaki, parce qu'il y a le père et le fils, il y a plusieurs personnages effectivement de sorcières, déclarés ou non déclarés, on va dire. Mais pour moi, ce qui frappe, c'est que ce sont des personnages de femmes ou de jeunes filles fortes ou qui ont des velléités d'émancipation assez jeunes, parce que quand on prend Kiki, la petite sorcière, à 13 ans, elle dit j'ai 13 ans, je veux partir, je veux aller travailler. Donc elle prévient à peine ses parents, elle prend son balai, elle part. Normalement, toutes les sorcières dans son univers partent à 13 ans. Voilà, elles partent toutes à 13 ans. Mais on voit ce personnage qui a une volonté quand même très très forte, qui essaye d'atteindre son objectif, de vivre, de trouver un boulot pour en vivre, et qui se sert de ses pouvoirs pour faire ce boulot. Il y a également Aya, dans Aya et la sorcière. Aya est une petite fille, une orpheline, qui se retrouve adoptée par un couple de sorciers, pour faire court, une sorcière et un démon, qui a la volonté effectivement que la sorcière qu'il adopte lui apprenne la sorcellerie, et donc qui met tout en œuvre pour contraindre cette sorcière de faire d'elle son élève. Et je vais repasser le micro à ma voisine. Oui, surtout, précision, Aya est orpheline et est adoptée par la meilleure amie de sa mère, elle-même sorcière. Et elle a été placée en orphelinat justement pour la protéger. Parce que, a priori, on comprend qu'elle est bien puissante. Mais ce qui est très drôle dans Aya la sorcière, c'est que Aya, c'est quand même une vraie petite peste. La sorcière, elle se retrouve avec une gamine, elle l'a adoptée parce qu'il faut la protéger et compagnie. Le démon, lui, veut juste jouer du piano tranquille et qu'on lui fiche la paix. Et voilà, il se retrouve avec une petite peste qui en demande, qui veut des choses, qui martyrise quand même son petit camarade blond, plutôt pas mal. Mais c'est très drôle. Et pareil, le démon, il est pas méchant. Les sorcières, c'est pas forcément super agréable, mais il y a toujours un mix quelque part. Et c'est assez marrant de voir que le premier film que Hayao Miyazaki a dit de son fils, ouais, ok, c'est pas mal, c'est celui-là. Julie, toi il se trouve que tu as également travaillé sur l'imaginaire japonais, donc forcément, je vais te faire parler un petit peu de ça, de ta perception de cet univers et notamment de la place de la sorcière au milieu de tout ça. Pour rebondir un petit peu sur tout ce qui a été déjà dit, si les sorcières sont montrées justement avec autant d'ambiguïté chez Miyazaki, et si on insiste beaucoup sur le fait que finalement c'est juste devenir sorcière, c'est devenir soi-même, c'est des étapes de l'apprentissage, tout ça c'est parce que Miyazaki il s'inspire beaucoup de ce qu'on appelle la culture shoujo. Donc pour ceux qui seraient pas fans de manga, les shoujo c'est les mangas pour les filles entre guillemets, c'est une traduction un petit peu bâtarde si j'ose dire, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ce sont des mangas qui mettent souvent en scène justement l'émancipation féministe. Et si Miyazaki s'est retrouvé justement avec cette étiquette de féministe, je suis d'accord, qui n'est pas forcément toujours très méritée quand on voit le traitement de certains personnages féminins, c'est parce qu'il s'inspire beaucoup de cette période, de cette culture-là. Il est conscient en fait que les spectateurs au Japon, c'est surtout des spectatrices. Donc du coup, puisqu'on s'adresse à des spectatrices, il faut leur fournir des personnages féminins qui vont être un petit peu plus poussés. Au-delà de Miyazaki, le personnage de la sorcière, on le retrouve décliné aussi sur quelque chose que la génération Club Dorothée va très bien connaître, à savoir les Magical Girls. Si je vous parle de Sailor Moon, je pense que ça devrait évoquer de vieux souvenirs de jeunes filles qui se métamorphosent sur fond d'arc-en-ciel et qui a des bottes à talons que vous avez toutes voulu quand vous étiez petite. Et la Magical Girl, c'est justement un peu fondamentalement aussi le même parcours que les héroïnes de Miyazaki. C'est cette jeune fille qui se pensait ordinaire au départ, qui se rend compte que finalement elle a des pouvoirs, qu'elle peut avoir une destinée extraordinaire, et ces pouvoirs vont lui permettre de créer des liens sociaux, vont lui permettre de trouver sa place dans la société, vont lui permettre aussi éventuellement de sauver le monde, parce qu'après tout, pourquoi est-ce que ça serait réservé aux hommes? Donc
dans l'imaginaire japonais, même si on n'utilise pas forcément ce mot sorcière, qui est un mot typiquement occidental, on a justement plus une image on n'a pas attendu le féminisme justement pour proposer des images de femmes puissantes qui sont extrêmement positives. Et techniquement, la première Magical Girl de l'histoire de l'animation japonaise dans les années 60, c'était une sorcière. Et le titre, c'était Ma sorcière Caroline. Donc effectivement, les Magical Girls reviennent d'ailleurs, parce qu'on va avoir Magie Lumière, c'est où Limited qui va sortir chez Kana. Lisez-le quand il va sortir, c'est un mélange Startup et Magical Girl, c'est juste un petit bijou. Alors Catherine, je vais pas te laisser tranquille pour autant. Selon les informations que j'ai pu rassembler, tu n'as pas particulièrement travaillé sur l'imaginaire japonais, mais tu peux avoir une perception de tout cet imaginaire, et notamment il se peut qu'il y ait une influence que tu aurais sentie ou pas dans tes écrits. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Non, pas du tout. Là, je suis la mauvaise interlocutrice. Je suis tellement mauvaise en culture japonaise qu'un jour, mes filles sont moquées de moi parce que j'avais fait une recherche internet et j'ai confondu kawaii et hentai. Bah ouais. Et donc, les résultats n'étaient pas du tout ceux attendus. Il y a de hentai kawaii, hein. Donc non, je suis une grosse bille là-dessus. Alors j'ai vu les dessins animés aussi du temps où j'étais jeune et belle, voire toute petite. Et effectivement, avec mes filles, je me suis mis à lire quelques mangas, mais je suis vraiment pas la bonne. Je me suis intéressée aux imaginaires asiatiques, alors plutôt chinois, avec ces vampires qui en fait sont des revenez-y de gens qu'on repère parce qu'ils sont en tenue funèbre, et qui sont des tenues très élégantes, notamment avec un bouton de jade sur le chapeau, et en fait on repère que quelqu'un est un vampire parce qu'il est habillé extrêmement bien, et qui a peut-être fait une passation parce que au XVIIe siècle en Europe, le vampire c'était l'homme du peuple, hein. Et tout d'un coup, avec Bram Stoker, on est passé à le vampire et l'aristocrate. Et est-ce que c'est pas une inspiration justement de cet imaginaire chinois? C'est possible. Mais je suis vraiment la personne la moins bien informée sur les imaginaires asiatiques, quoi. Ah, moi, il y a une question que j'ai envie de poser à nos trois connaisseuses en imaginaire japonais. J'ai été frappé à plusieurs reprises, que ce soit dans certains films, dans certaines séries télé, hein, dans les tokusatsu par exemple, où on a des moments où il y a un personnage démoniaque qui vient semer la panique, et il semble que la seule manière de le combattre soit d'appliquer des recettes chrétiennes, c'est-à-dire qu'on va aller faire un exorcisme, éventuellement on va aller s'adresser à l'église d'à côté, on va demander au prêtre chrétien qui donne un coup de main pour l'exorcisme. Voilà, j'ai trouvé ça assez étonnant. Quel est alors avec un deuxième, un petit sous-paragraphe qui est aussi quelque chose, peut-être une fascination plus large que j'ai cru déceler chez ces auteurs de l'imaginaire japonais pour des éléments d'imaginaire occidental, comme par exemple le continent de Mu. Voilà, c'est aussi une autre chose qui m'a fasciné. Alors là, on s'écarte un petit peu de l'exorcisme, de la sorcellerie et de tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus? Alors, petit détail, déjà, il y a beaucoup d'animateurs et compagnie qui viennent de Corée, et la Corée est un pays asiatique où il y a une forte proportion de personnes de religion chrétienne, et plus particulièrement protestante. Donc, dans les K-dramas, on voit toujours le chaman et le prêtre à côté, hein. Je vous parle pas des films d'horreur, c'est pareil. Déjà, d'une chose. Et d'autre part, au Japon, depuis l'ère Meiji, depuis que le Japon s'est ouvert à l'Occident, donc grosso modo depuis le début du XXe siècle, il y a une fascination pour l'Occident, il y a une fascination pour la culture occidentale, et plus particulièrement pour l'Empire britannique à l'époque, et la culture britannique victorienne, avec les tenues, la musique, les bâtiments, tout ce qu'on veut. Et donc il y a toute une fascination autour de la littérature gothique, mais aussi de la religion et compagnie. Mais c'est une fascination pas comprise, forcément. Maintenant, certains l'ont compris, mais donc ils ont refait les exorcismes à leur sauce, à leur remanier à leur sauce. Typiquement, tu parlais de vampires, on prend les Castlevania, les vampires Hunter D et compagnie.
où on prend Black Butter qui est censé se passer en Angleterre, c'est il y a plein d'éléments autour de la religion et on est là. C'est bizarre, j'ai pas appris comme ça au catéchisme, moi. C'est quoi cette histoire? Bon, après, on parlait d'Evangelion, où là, c'est encore autre chose. C'est un mélange de religion shinto, bouddhiste et chrétienne, mélangé en plus avec la psychanalyse du réalisateur. Mais c'est génial, regardez Evangelion. Pour rebondir aussi, la question de la représentation des églises, tout simplement parce que les Japonais sont très sensibles en fait à l'esthétique des églises, à l'esthétique des vitraux. Donc le choix de placer les séances d'exorcisme fondamentalement l'exorcisme ça existe dans le Japon, mais depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est pas un apport occidental. Par contre, il y a cette fascination pour l'esthétique des églises, pour les vitraux, pour les voûtes, pour l'architecture, qu'on retrouve effectivement dans les tokusatsu, mais qu'on va retrouver tout simplement dans le fait que les Japonais, ils aiment bien se marier à l'église, même quand ils ne sont pas chrétiens, tout simplement parce que ça fait des jolies photos. Donc il y a juste un principe esthétique derrière. Et en plus de ça, effectivement, il y a depuis la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, un gros effort de traduction sur les œuvres occidentales qui fait que l'imaginaire japonais n'a plus été purement japonais. Il va se spécialiser justement dans l'art des mélanges. Par rapport au continent de Mu, c'est parce que ça fait appel à... ça fait écho plutôt à certains éléments de la mythologie japonaise, à savoir une notion de paradis perdu. Donc le continent de Mu va inspirer à cause de ça. Il va y avoir aussi un écho avec la ville sous-marine de Tsurigi, qui serait au sud de Kyushu, qui a des côtés un peu Lovecraftiens, donc ça te plairait certainement de t'intéresser à ce mythe-là. Donc c'est pour ça en fait. Puis il y a la beauté du nom exotique qui ne ressemble à rien de japonais et qui fait que encore aujourd'hui on a plein de personnages de manga qui ont des noms occidentaux à coucher dehors, enfin pour nous en tout cas de notre point de vue d'occidentaux, mais qui sont juste super classe aux yeux des japonais. C'est une histoire d'esthétique. Alors, et petite précision, il y a beaucoup plus statistiquement au Japon d'exorcismes de type Shinto qu'il n'y a d'exorcisme catholique dans toute l'Europe. Chaque année. Donc, Yannick, un petit mot? Non. Non, elles ont tout dit. C'est vrai que moi qui ai lu un peu de manga et qui en lis encore un peu, j'ai été aussi frappé par ce mélange assez fréquent de la culture européenne avec enfin occidentale on va dire avec la culture japonaise. Donc le choc des cultures n'est pas si violent quand on s'intéresse à la production fictionnelle en particulier japonaise depuis 30-40 ans. Voilà, non, j'ai rien de plus à dire. Et pour Miyazaki, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien la littérature et la culture occidentale, particulièrement la littérature jeunesse. C'est pour ça que d'ailleurs son fils a adapté Terre-Mère, entre autres. C'est pour ça qu'il a adapté plusieurs fois Diana Wynne-Jones, qui est une autrice galloise. C'est quelque chose il adore littéralement la littérature occidentale. Il en consomme énormément. Il consomme aussi également énormément de shoujo. C'est lui qui a apporté par exemple La colline au coquelicot à Ghibli en disant il faut qu'on le fasse et c'est un shoujo. Le royaume des chats, c'est lui qui a dit il faut qu'on le fasse et c'est un shoujo. Enfin, si tu tends l'oreille, le royaume des chats, ils l'ont demandé. Pour compléter, si Miyazaki est aussi friand de littérature jeunesse occidentale, c'est parce que la notion de littérature jeunesse, elle n'existe pas en fait au Japon. C'est quelque chose de profondément moderne. Donc le Miyazaki et même avant lui les studios Toho, etc., la Toei ont choisi justement de faire des adaptations de ce qui pour nous est considéré comme des classiques mais qu'on lit peut-être plus même forcément, enfin, qui lit Heidi encore aujourd'hui honnêtement, mais tout ce qui est Princesse Sarah et compagnie, c'était la volonté justement de créer un terreau pour la jeunesse japonaise qui jusque là finalement avait un imaginaire qui était délimité par le manga, et donc le but c'était de se faire passeur. Heidi, sur lequel a bossé Miyazaki et Takahata. Exactement. Très bien. Bah écoutez, on arrive petit à petit vers la fin de notre créneau horaire. Alors j'aimerais qu'on se tourne un petit peu vers l'avenir et que vous me disiez un mot de ce que vous... D'abord, si vous travaillez sur des choses qui vous semblent intéressantes à mentionner,
que vous avez le droit de mentionner, parce que des fois, bon, il faut rester discret. S'il y a des choses qui sont dans vos découvertes actuelles ou que vous attendez, voilà, on va regarder un petit peu vers demain et dites-nous tout ça. Alors moi je suis sur, ou plutôt j'ai fini un livre sur la Lune. Voilà, puisqu'on parle beaucoup d'aller habiter sur la planète Mars ou sur la Lune ou n'importe où ailleurs, puisqu'on a pourri notre planète. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Donc je vais vous spoiler la fin, non. Commencer concrètement de s'installer sur la Lune. Alors déjà vous installez sur la Lune, à la surface de la Lune, on peut pas y vivre puisqu'il n'y a pas la magnétosphère qui nous protégerait. La Terre, elle tourne, bref, elle a un bouclier électromagnétique. Et sans ce bouclier électromagnétique que n'a pas la Lune, se promener à la surface de la Lune, c'est comme se promener dans un micro-ondes. Vous cuisez. La première victime sont vos yeux. Tous les astronautes qui reviennent sur Terre développent une cataracte. Vous avez le blanc des yeux qui cuit comme du blanc d'œuf. C'est délicieux. Donc vous êtes obligé sur la Lune d'aller vivre en sous-sol. Donc c'est à peu près aussi agréable que de vivre dans un parking. Et voilà. Donc j'explique tout à quel point il n'y a pas de planète B, et c'est vu du point de vue d'une fermière qui s'occupe d'une ferme sur la Lune. Comment on fait pour cultiver sur la Lune? Alors comme il y a quand même une pression tératogène, les plantes deviennent bizarres, les saules arrêtent de pleurer, enfin bon, bref. Et voilà, c'est une promenade sur la Lune, vue par un habitant de la Lune, et dont la conclusion est que ça serait quand même mieux si on pouvait rester sur Terre. Et puis sinon, je suis en train de commencer à écrire, parce que j'avais écrit Au bal des absents, qui est un polar, qui est paru en 2020, et là j'écris la suite, puisque je me suis très bien entendue avec mon éditrice du Seuil, donc voilà, enfin c'est un polar fantastique avec des fantômes de partout et une sorcière superbe. Donc j'ai quand même mis quelques policiers dedans pour que ça rentre dans la case polar, mais c'est un peu de l'ordre du prétexte. Julie? Bien, moi je viens juste de publier 2 anthologies que j'ai dirigées et que j'ai écrites pour moitié, une sur le shonen et une sur le shoujo. Donc on a pas mal parlé de shoujo lors de cette table ronde, donc si vous avez envie de découvrir un petit peu plus justement le fonctionnement de ces 2 catégories éditoriales du manga, je serais ravie de répondre à toutes vos questions. Et je suis en train de me faire arroser par le plafond. Et j'ai fini de lire hier soir. Je ne peux pas m'empêcher du coup d'avoir envie d'en parler s'il y a des... Bon, je sais qu'il y a 2 pratchettiennes autour de moi, mais s'il y en a d'autres dans la salle, 3, bah parfait, on est en bonne compagnie. Est paru il y a très peu de temps The Tiffany Aching Guide to Being a Witch, qui est le petit guide en fait que Rhianna Pratchett, la fille de Terry Pratchett, a écrit dans l'univers de Tiffen Patrak, et qui est, je l'ai lu hier soir, c'est une splendeur absolue, et à défaut malheureusement, on a fait le tour malheureusement de tous les textes écrits par Terry Pratchett. On a eu les dernières nouvelles qui sont parues il y a un mois, mais vous pouvez quand même replonger un petit peu dans son univers grâce à sa fille. Yannick? Je vais enchaîner sur Pratchett, puisqu'après un guide Stephen King et un guide Tolkien aux éditions ActuSF, ma chère voisine et moi-même avons travaillé sur un guide Terry Pratchett qui devrait sortir l'année prochaine. Voilà, aux nouvelles éditions ActuSF. Ça s'imposait. On vient d'avoir la confirmation. Voilà. Et j'ai continué à parler sorcières pour... moi, ça sera sur Mouton électrique que je vais parler sorcières, entre autres. Parce qu'ils vont sortir sur le modèle de Shoujo et Shonen quelque chose sur l'horreur. Et je vais m'occuper de la partie femmes. Les femmes et l'horreur. Et je vais continuer encore à parler de sorcières. Mais je ne sais pas quand il sortira. Parce que je prépare un livre qui sera ni chez Mouton ni chez ActuSF sur Gaiman et sur Sandman. Et sur la mythologie de Sandman. Très bien. Eh bien, je crois qu'arrive le moment où nous allons pouvoir passer la parole à la salle pour les questions que vous pouvez avoir. Je vais aller faire circuler le micro. C'est pour vous, Yannick. En fait, je connais assez mal le monde de The Witcher. J'ai vu que la série pour l'instant. Mais je sais que c'est un monde où les sorcières existent par ailleurs à côté des Witcher. Donc ma question, c'est dans l'œuvre originale, comment sont traitées ces sorcières? Alors en fait, comme les
comme les sorceleurs, en fait, ce sont des personnes chez qui la magie n'est pas innée, en fait. La magie existe dans l'air, un peu comme la force dans Star Wars, on va dire. Et pour pouvoir dompter cette magie, les femmes qui deviennent des sorcières, qui au départ sont des laissés pour compte, souvent difformes, doivent également subir des mutations physiques et mentales qui leur permettront effectivement de maîtriser cette magie. Mais il y a des mauvais côtés à cette mutation. Alors elles deviennent très belles, hein. Quand on voit Yennefer, c'est une très jolie femme, mais au départ elle était pas très jolie. Mais du coup ça les rend stériles et ça les met dans une situation de malheur permanent. Du coup, oui, elles existent effectivement comme les sorceleurs. Elles sont un peu les pendants des sorceleurs, à la différence près que pour la plupart les sorceleurs sont des gars qui prennent des contrats en passant dans la rue, on va dire. Par contre, les sorcières sont plutôt les âmes grises des rois et des petits seigneurs auxquels elles rendent des services au quotidien. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Je peux poser une question, moi? Du coup, Ciri, c'est une sorcière ou c'est une sorceleur? Elle est au-dessus. C'est une jeune fille qui a des dons qu'on pourrait qualifier d'équivalent à celle des sorcières, mais dont Geralt étant son parrain, il aimerait en faire une sorceleuse, qui est une caste très particulière je crois qu'il n'avait pas de représentante avant Ciri, donc d'ailleurs sa formation ne se termine pas, hein, donc c'est ni une sorcière ni une sorceleuse, mais c'est un personnage extrêmement important dans le cycle de The Witcher, effectivement. Ça marche. Moi je voudrais juste revenir sur le mythe sorcière actuel et qui date des années 70, juste deux refs. The Season of the Witch de George Romero des années 70 dont tu parles, sur Nouveau, qui est vraiment extraordinaire, et The Love Witch, plus récent. Donc deux films à voir. La question c'est, est-ce que, comme tout ce que fait bien les États-Unis, il n'y a pas une récupération, une récupération, il y a des gouttes de bière qui nous tombent dessus, une récupération commerciale et complètement capitaliste de la sorcière, et que c'est pas un piège pour les gens qui veulent acquérir cet état d'esprit plus que... Alors oui, alors pas par contre dans les deux exemples que tu as pu donner, mais oui, bien évidemment, enfin c'est le problème, j'ai parlé tout à l'heure par exemple de Circé de Manie Mineure, on a la même chose avec les réécritures sur la mythologie grecque, c'est dans le domaine de l'imaginaire, dès qu'il y a un archétype qui commence à devenir à la mode, il va être épuisé jusqu'à plus soif. Donc oui, effectivement, la sorcière et la vision féministe qu'on peut défendre de la sorcière est parfois complètement pervertie et va complètement rater le coche d'une certaine manière. Pour le coup, The Love Witch, effectivement, qui est un hommage au film des années 70, qui est un hommage à l'érotisme des années 70 aussi, disons-le clairement. C'est une réinterprétation plutôt futée justement de la politique américaine actuellement. Est-ce que ça sert à quelque chose que je donne des œuvres ratées? Bah oui, je vais donner un exemple d'œuvre ratée. Le remake de The Craft. The Craft, vous avez peut-être vu ce film dans les années 90, qui était pas forcément déjà le film du siècle, hein. C'était très divertissant, mais en termes de vision de la femme, c'était witching and bitching d'une certaine manière. Le nouveau The Craft, c'est bien un bon exemple effectivement allez, on va reparler des sorcières, mais on va parler de sororité, on va parler d'inclusion, mais on va en faire 3 tonnes et on va faire un film qui à la fin politiquement ne veut rien, d'un point de vue scénaristique ne vaut pas grand chose non plus. Donc oui, bien évidemment, c'est un peu le principe de toute façon de tous les personnages de marginaux. Au bout d'un moment, la marge elle se fait toujours absorber par le centre et elle finit toujours par perdre de son pouvoir, perdre de sa puissance, perdre en message. En plus d'avoir travaillé sur les sorcières, comme Christophe le disait tout à l'heure, j'ai avant cela travaillé sur les pirates. C'est pareil, le pirate à l'origine c'est l'archétype du marginal, mais bon aujourd'hui si je vous dis pirate, vous allez penser Jack Sparrow, donc vous allez penser le type qui est un petit peu cool et qui fait n'importe quoi avec ses mains, et on va perdre complètement le côté revendicateur, libertaire des pirates.
Donc oui, malheureusement, enfin, dès qu'une image devient trop à la mode, elle va être détournée, elle va finir par perdre de sa substance. Mais heureusement, on a quand même quelques œuvres qui permettent qui réinventent avec intelligence l'archétype. On n'arrête pas de parler de Pratchett depuis 5 minutes parce que voilà. Mais Pratchett, par exemple, c'est certainement un des auteurs contemporains qui a parlé avec le plus d'intelligence, le plus d'humour, le plus d'humanité de la figure de la sorcière. Enfin, lisez Le Cycle des sorcières dans les Annales du Disque Monde, lisez la série des Tiffen Patrack, c'est une des meilleures réflexions qu'on puisse faire sur les sorcières et sur les femmes aujourd'hui. Et un petit répond à la question. Un autre détail, tu parlais tout à l'heure de féminin sacré. Je suis désolée, quand on voit tout ce qui est féminin sacré, il y a de plus en plus, ça dérive sur de l'anti-science, de la dérive sectaire, et là ça pose problème, parce que à la base, les femmes qu'on a accusées de sorcellerie, c'était des femmes qui étaient souvent des médecins, des sages-femmes, qui utilisaient la science. Et maintenant, on va revendiquer la sorcière pour être anti-science, anti-médecine, anti-truc. Et on va dévoyer le message féministe qui était à la base de la sorcière pour, allez, tu retournes à te fourneau, tu fais tes petites pensions, là, tu fais tes trucs tranquilles, et surtout, tu t'occupes pas des choses sérieuses. Là, pour moi, c'est extrêmement grave. C'est plus que du marketing commercial, ça, on s'en fiche, à la limite. Tant mieux. Mais réutiliser, il faut se méfier je vais faire du féminin sacré. Moi, je serais vous, j'ouvrirais les oreilles en disant, qu'est-ce que tu essayes de me vendre et qu'est-ce que tu veux me refaire? C'est comme on a eu tout un mouvement pour l'accouchement naturel, préparer des choses bien. Et en pratique, si on veut appliquer à la lettre, on est femme au foyer, à la maison, on s'occupe des enfants et surtout, on laisse le boulot aux parents. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est pas une avancée féministe. Si on veut être femme au foyer, c'est son choix, d'accord. C'est un recul de au moins un bon siècle. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous deux. C'est un peu terrifiant de voir à quel point la figure émancipatrice de la sorcière est passée à la moulinette du capitalisme. Alors t'as bien raison. De toute façon, quand on est à la marge, on est récupéré et le capitalisme fait de l'argent sur votre dos. Faut voir qu'il y a quand même des t-shirts avec Che Guevara qui se vendent cher, et que ce pauvre Arthur Rimbaud, maintenant, c'est une icône. Bon, bref, résultat, plus personne ne le lit, mais alors par contre, sa photo de Karja se vend aussi fort cher. Et effectivement, il y a un what the fuck absolu sur la féminité sacrée. Pour moi, enfin, parce que quand ça sombre dans le capitalisme, ça sombre aussi dans le n'importe quoi. Gwyneth Paltrow, vous êtes au courant, quoi. Elle est en pleine féminité sacrée, c'est-à-dire qu'elle vend très cher des pierres, c'est de la lithothérapie, bon, why not? Mais elle donne des conseils dits médicaux qui consistent à se passer l'utérus au micro-ondes, je sais pas si vous voyez les dégâts, et elle vend $100 des bougies, alors que non seulement son parfum vagin de Gwyneth Paltrow, ok, et il y a une nana qui a acheté ça $100, et la bougie elle a explosé, donc je sais pas ce qu'il y a dedans, mais on est tellement dans on est dans le n'importe quoi du capitalisme, et malheureusement c'est un peu le cas de toutes les tendances qui ont un succès populaire, c'est qu'il y a toujours des aigrefins qui vont faire du fric là-dessus en vendant n'importe quoi. Merci, bonjour. Je vais revenir au Japon et j'avais une petite question. Donc on a parlé de la figure positive entre guillemets de la femme sorcière dans les shoujo, les films de Miyazaki. Et je voudrais la mettre en parallèle avec l'image négative qu'il peut y avoir dans l'horreur japonaise et ceux des origines dans les contes folkloriques, ces femmes qui renaissent en tant que fantômes parce qu'elles ont été trompées, parce que elles sont éperdument amoureuses d'un jeune homme qu'elles n'ont pas pu épouser dans leur vie vivante et qui deviennent du coup des fantômes, hein, qui vont venir persécuter les vivants et très principalement des hommes. Voilà, avec toute une série de crimes horribles. Enfin, on retrouve ça dans les petites nouvelles folkloriques très bien racontées de Leuf Cadioern et puis d'autres. Et je voulais savoir quel était votre regard sur cette image, un peu cette double image qui, dans mon esprit, persiste, hein, cette femme fantôme dans l'horreur japonais qui est encore très 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 présente, et en parallèle toute cette image positive de la femme sorcière. Eh ben on a Tommy de Junji Ito. C'est l'exemple parfait. C'est la femme séductrice et sorcière qui va faire
que les gens vont la tuer, elle va mourir, et elle va renaître, et elle va revenir. Lisez Tommy Junji Ito, c'est très bien. C'est pareil, il y a énormément... Alors, de sorcières pures, il y en a certainement, mais il y a beaucoup de yokai féminines, beaucoup de yurei, donc les fantômes spécifiques. Donc, on a la fantôme de The Ring, par exemple, qui est typique, qui sort de son puits et qui essaye de vous attraper. Petit détail, le personnage était joué par un homme dans le film Origine. Voilà, on le voit peu, mais c'est un homme. Et on a les kitsune, qui sont les renards le plus souvent maléfiques, qui vont être des femmes séduisantes, qui vont s'approcher des hommes, les séduire pour jouer des mauvais tours et s'approcher des hommes, mais qui sont aussi l'incarnation d'un des dieux les plus puissants, une des déesses, parce que c'est un peu l'Hermès local, un coup homme, un coup femme, les plus puissants du Japon, qui est Inari, dieu déesse des céréales et du riz. Et quand on sait l'importance du riz dans le Japon, on peut pas dire que les kitsune soient complètement mauvais. C'est à chaque fois, il y a toujours cette ambiguïté, y compris dans l'horreur. Et c'est sur cette ambiguïté que l'horreur japonaise joue. Et il faut voir aussi une chose, l'horreur à la japonaise, je sais pas vous, moi j'ai vu The Ring avec ma fille, elle avait 13 ans. C'est censé faire peur ? Bah ouais, parce que ça ne nous parle pas à nous. Mais par contre, les Japonais sont terrifiés. Pourquoi ? Je sais pas. Pour compléter un peu aussi, pourquoi est-ce que les sorcières sont bienveillantes dans les récits aux filles et pourquoi est-ce qu'on a des fantômes féminins aussi terrifiants ? Quand on repart dans les bases de la culture classique japonaise, donc effectivement les contes folkloriques, mais aussi les pièces de théâtre, les histoires où on voit des femmes qui vont épouvanter des samouraïs, qui vont effectivement venir se venger des amants infidèles, elles s'adressaient exclusivement à un public masculin. Donc on a cette double image, mais parce qu'on a aussi un double public. Faut attendre les années 80-90 pour que l'horreur, ça devienne le territoire du féminin, justement, au Japon. Et pour rebondir justement sur cet excellent exemple qu'est Tomie, c'est un shoujo, faut pas l'oublier. Nous on a tendance à penser que l'horreur c'est du seinen, c'est pour les adultes, alors qu'en fait l'horreur au Japon elle est majoritairement publiée dans les shoujo, donc à destination des filles. Et le personnage qui est mis en scène, c'est toute une réflexion aussi en fait sur qui ne peut parler qu'à des jeunes adolescentes, à savoir mais qu'est-ce que je fais de ce corps qui va exciter du désir, qui va devenir la proie des autres ? Est-ce que je dois devenir du coup accepter que je vais juste être une proie, je vais juste être une victime toute ma vie, ou est-ce que j'essaye de prendre le contrôle de mon corps, quitte à me transformer en femme fatale ? The Ring, c'est pareil, Sadako, c'est un fantôme féminin, joué effectivement au masculin dans la plus pure tradition du bunraku, donc du théâtre japonais, mais c'est un fantôme féminin qui c'est une histoire de rédemption en fait, et c'est pareil, du coup c'est quelque chose qui peut parler aux femmes. On a un fantôme qui fait peur, mais qui fondamentalement fait réfléchir à la place des jeunes filles dans la société et à l'horreur qu'elles ont de la place qu'elles sont censées avoir. Donc dans un premier temps, je suis d'accord, effectivement, on a des femmes fatales, comme on peut en avoir aussi dans l'imaginaire occidental, de toute façon. Au XIXe siècle, la figure de la sorcière, elle s'efface petit à petit pour laisser place à celle de la femme fatale, mais dans l'imaginaire japonais, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est l'ambiguïté, elle va, encore une fois, finalement, refléter la place de la femme dans la société. Et pour revenir sur le théâtre japonais, il faut savoir aussi la distinction entre l'horreur bénéfique et maléfique de la sorcière. C'est qu'il y avait toute une série de théâtres qui est jouée par des hommes pour des hommes, donc où tous les rôles, même les rôles féminins, sont joués par des hommes, et toute une branche de théâtre jouée par des femmes pour des femmes, où tous les acteurs sont des actrices. C'est le théâtre Takarazuka qui va inspirer notamment la créatrice de La Rose de Versailles, ce genre de choses-là.
Bonjour, merci pour cette intervention. J'avais une question, donc du coup je rejump sur l'histoire, désolée, plus que l'imaginaire. J'avais lu un article qui indiquait que des femmes brasseuses en Angleterre, vous en avez entendu parler, voilà, des femmes brasseuses en Angleterre qui avaient pour coutume de porter un chapeau noir et avoir un chat noir, étaient un petit peu une image iconique de la sorcière, voilà. Oui, c'est censé être une des sources justement du fameux chapeau pointu. Voilà. Je vous recommande le livre Matriarcat qui en parle très bien. Ok, super, parce que je cherchais justement la véracité historique de ça, et donc matriarcat. Ok. Maltriarcat. Il y a c'est un superbe petit bouquin qui parle de la place des femmes dans l'histoire de la bière et qui fait la part belle, aux brasseuses. Et effectivement, Maltriarcat, c'est aux éditions. Oh, j'ai envie que ça s'appelle Nourriture Fu, mais je suis plus sûre. Mais Maltriarcat, et oui, l'autrice en parle et elle a fait une petite enquête. Donc c'est tout à fait, tout à fait avéré. Okay, c'est une des grandes sources justement du chapeau iconique de la sorcière. Ça, et au 19e siècle, le fait que au 19e siècle, vous avez pas mal de courants ésotériques qui vont se développer et qui vont associer le triangle à l'idée de cône de pouvoir. Et c'est seulement au 19e siècle, en fait, qu'on se met à représenter les sorcières avec un chapeau pointu. Pour nous, ça semble quelque chose d'avéré. On a cette image tout à fait iconique de la sorcière, mais c'est un cliché qui ne se développe qu'au 19e siècle. Et sinon, pour le whisky, il faut aller voir à l'Edinburgh Castle. Il y a énormément de choses sur les femmes, le whisky et les femmes et la sorcellerie. Donc on n'a pas utilisé que des chaudrons.
die for love. Tick, tick, tock, and now it's time to get back what I've left behind. I know that there's a sacrifice, and I'm ready to pay the price. I'm a dance, dance, dance into the dark. I hear my heart beat faster. I'm not afraid to take that chance, 'cause let me tell you, when it comes to love, I'm going straight to hell, yeah. Can I have it all, or is that too much? 'Cause I'm a real bad witch and I won't give up. I'm a nightmare wrapped in a pretty bow. Just wait till I get there down below. Knock, knock, knock on the gates of hell. Guess who's back with another spell? Satan always gets his way, but I don't play the devil's game. I'm a dance, dance, dance into the dark. I hear my heart beat faster. I'm not afraid to take that chance, 'cause let me tell you, when it comes to love, I'm going straight to hell, yeah. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.